Non, à part, candidat recalé. Candidat recalé, oui, je suis fair play, même si dans l'énoncé des motifs, il y a eu quelques égarements de la part du conseil électoral, de l'ECAM, et je l'ai exposé ce matin en disant que dans les motifs qui ont été exposés, il y avait quand même beaucoup de légèreté de la part de l'ECAM. Quand vous arrivez au conseil électoral, vous avez une déclinaison de dossiers que vous remettez, n'est-ce pas, aux membres de l'ECAM, et c'est coché. Tous les documents sont cochés un par un. Il ne peut pas avoir reçu la justification de ma carte électorale, mon inscription sur une liste électorale. Il ne peut pas avoir reçu ma déclaration sur l'honneur et dire dans le rejet, le motif du rejet, que je n'ai pas déposé ces arguments-là. Alors qu'ils l'ont enregistré, ils l'ont noté. Les preuves sont là, elles sont vérifiables. Et pour le reste, bon, je préfère m'en abstenir pour l'instant. Vous n'avez pas fait une requête au Conseil constitutionnel? Non, je ne pense pas que c'était utile parce qu'en vérité, on connaît le sort qui attend ceux qui, certes, ils contribuent au débat juridique, mais depuis la Cour suprême, qui est un peu l'ancêtre du Conseil constitutionnel en matière de contentieux préélectoral, on connaît bien le sort des candidatures non RDPC, si j'ose dire, parce qu'il y a quand même une jurisprudence qui est établie très nettement. Moi, j'ai pensé qu'il était utile et judicieux pour nous de penser déjà à 2026 en termes d'élections municipales et législatives, parce que c'est dans moins d'un an. Sauf si le président décide encore de proroger de nouveau de 6 mois. Mais en principe, je pense que nous devrions être prêts aujourd'hui pour préparer l'échéance de 2026. Il y a aussi la question de la caution dans votre dossier qui n'a pas été reçue. Je crois que les motifs ont été exposés. Bon, maintenant, je crois que sur le sujet, les commentaires sont libres. Je n'ai pas envie de reprendre les commentaires là-dessus. À 23h59 hier lundi, 35 requêtes ont donc été introduites au niveau du Conseil constitutionnel afin de réexaminer un certain nombre de candidatures déclarées. Ce reportage retrace quelques temps forts de cette séquence. Sur les 70 dossiers de candidature rejetés par Elections Cameroun, une dizaine pour l'heure fait l'objet de recours au Conseil constitutionnel au moment où nous faisons le point. Après la publication des candidatures retenues samedi dernier, les candidats recalés ont en effet jusqu'à ce 28 juillet à 23h59 pour saisir l'institution. Au greffe de l'instance, ce jour, plusieurs parmi eux se sont succédés pour la cause. Je ne veux pas dire que je reproche quelque chose à l'ECAM, mais il faudrait que je vienne au Conseil constitutionnel parce qu'il y a un problème qui me touche sur les 300 signatures. Parce que c'était la chose la plus difficile à faire. Et voyez-vous, pas difficile parce qu'on n'a même pas laissé, j'ai l'impression que la loi ne laisse pas la latitude aux personnes qui vont signer. Nous avons déposé une candidature. Semble-t-il, il y a quelqu'un d'autre qui a déposé une candidature au nom de notre parti, qui, malheureusement, s'était prévalu être président du parti sans jamais être membre du parti. Vous vous levez un matin, quelqu'un qui n'a jamais été militant, on vous dit qu'il est président, il vous brandit l'arrêté, il vous brandit la lettre du ministre qui fait de lui président. On ne sait pas comment ça se passe. Les requérants sont entre autres Jean-Blaise Ngouet du MPCC, Jacob Dingom, candidat indépendant, Gabriel Mafo du RGPC, Bessiping du RFR, André-Marie Dibamou du JDC, Bertin Kissop du CPSJ, Léon Taylor Ronana du RDPC, Babiongono du LD, Maurice Kamto du Manidem. Les motifs ayant provoqué le rejet de leur dossier sont pour la plupart absence du certificat de versement du cautionnement, pluralité d'investiture, absence de la liste des 300 signatures légalisées pour les candidats indépendants. Olivier Bouzika a donc été fait hier en mi-journée et je le rappelle en fin de journée, en soirée d'ailleurs à 23h59, 35 requêtes ont définitivement été enregistrées au sein de Elections Cameroun, du Conseil constitutionnel, et cette instance a 10 jours, ça peut être avant, mais le maximum c'est 10 jours pour rendre sa copie définitive de ceux qui seront retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre. Je rappelle également qu'en fin d'émission, vous pourrez intervenir à travers vos messages. Le numéro va s'afficher tout à l'heure. Avant déjà, Célestin Jamen, pour vous, que signifie aujourd'hui ces doubles investitures? Comment cela peut-il s'expliquer dans un contexte d'élection comme le nôtre? Sur le plan juridique, c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi. C'est une fiction juridique peut-être, mais c'est une réalité quand même. Maintenant, il faut plutôt voir
en tout cas à mon sens, du côté plutôt des inimitiés ou des problèmes internes de gestion du parti. Il y a des courants dans certains partis, il y a des conflits larvés, d'autres qui sont ouverts, mais les différents responsables n'ont pas pris le temps, n'est-ce pas, de régler leurs conflits internes. Et du coup, à l'occasion d'une grande élection comme celle-ci, les différends éclatent au grand jour. Et puis il y a des gens qui viennent notamment, comme l'a dit votre reporter tout à l'heure, notamment aller déposer au nom du même parti un dossier de candidature. Évidemment, le risque qui est évident, c'est que le Conseil électoral, en se basant sur l'article 121, alinéa 2, deuxième paragraphe, dernière phrase, constate qu'il y a pluralité d'investiture et donc fatalement va rejeter les deux puisque l'ECAM ne rentre pas dans les questions internes liées au parti politique. Parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a une différence à faire, à mon sens, entre l'acte d'investiture qui est un acte politique interne au parti et l'acte externe qui est le dépôt de candidature. À partir du moment où si dans votre maison, vous investissez plusieurs candidats, ça c'est entre vous. Mais le jour où vous décidez d'aller faire le dépôt au niveau de l'ECAM, il faut un parti, une investiture. Parce qu'évidemment, si les rancœurs internes s'exportent lors du dépôt, il est clair que l'ECAM va constater la loi et dit que, écoutez, je ne suis pas en train de régler qui est président du parti, qui ne l'est pas. Au fond. Oui, et on dit que je ne suis pas là pour savoir qui est président du parti, qui ne l'est pas. Je constate qu'au nom du même parti, il y a deux investitures. Et la conséquence juridique, c'est que, évidemment, les deux dossiers sont purement et simplement rejetés. D'accord. C'est vrai que la pluralité, ce qu'on a appelé la multiplicité d'investitures, ou bien la pluralité d'investitures, je ne vais pas trop m'écarter de ce que disait tout à l'heure le copaniste Basile, Monsieur Basile et Togo, parce qu'en fait, il faut distinguer l'hypothèse où cette pluralité est le fait des candidats ou alors du parti lui-même. Et à cet égard, il y a une première dimension de la pluralité qui apparaît de l'examen du tableau des candidatures affichées par l'ECAM. Et à ce niveau-là, on va voir que de ce tableau-là, il y a donc une colonne qui présente les partis supposés avoir investi les candidats. Donc à l'examen seulement de ce tableau-là, on va bien se rendre compte que plusieurs partis sont supposés avoir présenté plusieurs candidats. Mais cette hypothèse ne peut pas véritablement aboutir à une quelconque sanction parce que, comme le reportage vient de le révéler, quelqu'un peut usurper, peut se prévaloir de la signature du parti sans en avoir qualité, ou bien alors on peut même être extérieur au parti. Parce que là, on vous dit dans le reportage que quelqu'un n'a jamais été militant d'un parti, mais comme l'acceptation des dossiers se fait sur l'apparence, l'ECAM va accueillir et va donc afficher sur son tableau que l'individu est investi par le parti. Mais au plan véritablement juridique, la pluralité d'investiture suppose que les investitures sont signées par une personne capable d'engager le parti. Et à ce moment-là, justement, il faut bien opérer un tri. De mon point de vue, qu'il y ait que la pluralité de candidatures soit le fait des candidats ou bien du parti, de mon point de vue, la solution n'est pas celle du rejet. Parce que ici, on est quand même en matière de droits fondamentaux. Il ne faut pas oublier que la participation à l'élection présidentielle rentre dans le droit qu'on appelle le droit de participer à la gestion des affaires publiques. Un droit fondamental consacré par notre Constitution, mais aussi par les instruments internationaux auxquels le Cameroun est parti, dont notamment le Pacte international des droits civils et politiques à l'article 25, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à son article 13. Alors, dès lors qu'on se situe dans le cadre des droits fondamentaux, en cas d'ambiguïté, la solution n'est pas de paralyser l'exercice du droit fondamental, c'est d'essayer de tendre vers une solution qui permette l'effectivité du droit. Et donc, de mon point de vue, l'ECAM, même si a priori il n'est pas, je ne sais pas si l'ECAM, on dit une l'ECAM ou un l'ECAM. Élections Cameroun. Disons l'ECAM, c'est un nom propre. C'est un nom propre. Donc l'ECAM, même si l'ECAM n'a pas a priori, n'est-ce pas, l'obligation d'entrer dans les textes fondamentaux des partis, lorsqu'il y a dissonance, n'est-ce pas, du fait de la pluralité des prétentions d'investiture d'un même parti, moi je pense que dans le cadre de la collaboration qui se fait entre l'ECAM
et le MINAT, sans se placer dans un rapport de subordination, parce que l'ELECAM doit rester indépendant, l'ELECAM peut solliciter des éléments, au moins pour faire ce tri. Parce que même si les délibérations d'ELECAM n'ont que valeur de recommandation, aussi longtemps que les délais de contestation ne sont pas passés, il faut quand même reconnaître que ça a une considération, parce que une candidature acceptée, qui n'est pas contestée, devient définitive au bout des 2 jours. Absolument. Une candidature rejetée, pour laquelle une réclamation n'est pas faite, devient définitive. Absolument. Donc, l'ELECAM ne doit pas prendre ses responsabilités à la légère. Mais dans le cas où, Oui, affaire Manidem, oui, ou non, laissons les affaires encore, affaire CPP à l'époque, c'est ça. dans le cas où le ministère, le MINAT, effectivement donne son avis, Oui, mais il se trouve que l'avis est débouté bien plus tard au tribunal. oui. Est-ce que ce ne serait pas prétentieux pour l'ELECAM justement de se retourner vers le MINAT et décider ou alors de prendre une décision sur cette base? Oui, nous sommes dans une position de principe. Et l'ELECAM doit s'investir à donner effet au droit fondamental. Mais dans la décision qu'elle prend, alors vous comprenez qu'elle statue sur la base des éléments de vraisemblance, pas nécessairement de la réalité. Donc, ce qui lui apparaît vraisemblable, elle doit, bon, j'espère que c'est elle, hein, bon, elle doit donner effet à cela. Mais il faut bien noter que le MINAT n'a aucun pouvoir pour procéder à la restructuration des partis. Le MINAT est une institution qui doit simplement prendre acte des modifications qui, elles, interviennent à un autre niveau. Soit du fait des instances compétentes du parti, n'est-ce pas, Assemblée générale, congrès, convention, dont la communication permet au MINAT de tenir à jour son fichier, soit du fait des décisions de justice passées en force de choses jugées. Mais d'aucune manière, le MINAT n'a le pouvoir de s'immiscer, n'est-ce pas, dans la gestion des partis. Et donc, si l'information reçue du MINAT est une information erronée, au moins, il y aura quand même, la solution aura été celle qui permet de participer à l'élection. Et maintenant, les recours qui sont ouverts permettront de voir le Conseil constitutionnel de rétablir la vérité. Mais le principe est celui-là. Merci. D'accord. Cela dit, comprendre la double investiture au RDPC, je vois Basile sursauter, parce qu'il nous dira qu'il n'y a pas de double investiture là-bas. Effectivement, au RDPC, il n'y a ni double investiture, ni double candidature. Ok. Les faits sont simples. Si je prends l'article 122, c'est sous le contrôle du professeur, bien évidemment, qui était né dans la profession. Si je prends l'article 122, alinéa 2 du Code électoral, qui est une loi organique, il faut signaler que l'un des éléments essentiels, l'un des documents essentiels, n'est-ce pas, pour un parti politique qui investit un candidat, c'est la lettre d'investiture que le parti politique doit accorder à ce candidat-là. Donc, il se pourrait donc que, dans le cadre de celui dont vous venez de citer tout à l'heure, il n'a pas de lettre d'investiture qui a été délivrée, n'est-ce pas, par le RDPC. Et encore que l'article 23, alinéa 5 des statuts du RDPC dispose que c'est le secrétaire général, bien le comité central, qui accorde l'investiture au niveau national et au niveau local. Donc, pour ce qui est du candidat, son Excellence Paul Biya, c'est le secrétaire général qui a signé sa lettre d'investiture. Donc, ce que l'ELECAM va faire, ils vont s'appuyer, n'est-ce pas, sur l'article 122 pour effectivement voir si les éléments... Que le Conseil, désormais. Oui, le Conseil électoral. Si les éléments, donc, disposent le dossier de ce candidat, répond, n'est-ce pas, à toutes les exigences nécessaires. Donc, dans ce cadre-là, donc, la solution qui lui aurait été recommandée est celui, n'est-ce pas, d'adopter une investiture indépendante, de déposer une candidature indépendante, parce que vous ne pouvez pas le faire sur la base d'un parti politique qui, au regard, n'est-ce pas, de ses statuts, notamment l'article 27, alinéa 3 du parti, qui dispose que à l'élection présidentielle, c'est le président national qui est le candidat statutaire. Donc, sur ce point-là, donc, je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il n'y a aucun bicéphalisme au sein du RDPC, il n'y a aucun, n'est-ce pas, aucune pluralité de candidature au sein du RDPC, et il n'y a non plus aucune pluralité, n'est-ce pas, d'investiture au sein du RDPC. Le seul et unique candidat du RDPC, bien évidemment, c'est son Excellence Paul Biya, et qui a tous les éléments nécessaires, requis au regard de la disposition de l'article 122 alinéa 2 du Code électoral. C'est laissant vous partager la même approche. Vous comprenez, il faut le dire, on se l'a dit en off tout à l'heure, il y a deux requêtes.
contre la candidature du président Biya, celle de Léon Teller, mais de Yaya Bello aussi. Les deux demandent un rejet de cette candidature-là. Bon, je vais me fonder sur l'analyse qui a été assez excellente de Basile tout à l'heure, quand il dit qu'il y a deux types de double investiture. Celle du fait des candidats et celle du fait des instants dirigeants du parti. Mais en même temps, il se contredit. Parce que dans le cas du RDPC, bien sûr que tu es forcément jugé parti, puisque tu es militant du RDPC, et tu ne peux te donner qu'une version qui est édulcorée de la chose. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en vérité, quand tu dis, et on a suivi le reportage tout à l'heure, un candidat qui se lève le matin, militant du parti reconnu, et puis s'autoproclame candidat, avec une lettre d'investiture. Il y a d'autres cas. Par exemple, le MP, on verra tout à l'heure peut-être. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il revient à Elecam d'être tenu par une compétence liée? Est-ce que Elecam a l'obligation de référer au MINAT, qui agrée les partis politiques, pour savoir qui a qualité ou non? Parce que si c'est une compétence liée, alors dans ce cas-là, Elecam aurait eu tort de ne pas vérifier la qualité du requérant ou du dépositaire du dossier. Donc maintenant, je suis en train de dire ceci. Dans le cas, par exemple, du RDPC, il est clair que M. Léon Teller n'avait pas de lettre d'investiture, à ma connaissance. Donc il vient là en tant que candidat indépendant. Le comité central ou le SG du RDPC, évidemment, a investi le président Poubia, qui d'après leur statut est le candidat statutaire, on va dire naturel du parti, dont là, pour moi, ça ne souffre d'aucune contestation, puisque Léon Teller-Onana n'a pas de preuve, n'apporte pas la preuve qu'il a une lettre d'investiture du parti. Les choses sont relativement claires. Mais dans d'autres cas aussi, comme le cas du Malidem, Monsieur Dieudonné Yebga prétend qu'il avait suspendu Anis Sekane en 2015. Et ben dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'il a notifié au MINAT. Donc pour lui, depuis 2015, il est le président statutaire du Malidem. Même si il a pris une retraite politique relative, il était en embuscade, il n'en demeure pas moins vrai qu'il persiste à dire qu'il avait suspendu Anis Sekane. Ce qui veut dire que le MINAT aurait fauté en réactant Anis Sekane en 2018 comme président du Malidem. Bon, maintenant le Conseil constitutionnel va trancher pour voir si effectivement la suspension a été actée par le MINAT. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on reprocherait à Elecam? Elecam, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux choses. Soit elle considère qu'elle n'a pas en référé au MINAT pour savoir qui est légitime, qui ne l'est pas, soit elle dit, bon, j'applique l'article 121 alinéa 2, et j'ai envie de citer le dernier paragraphe. Ça commence ainsi. Voilà. Le candidat investi par un parti politique, non représentant l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi de suite, toutes les assemblées que vous connaissez, n'est-ce pas, doit également remplir les conditions prévues par l'alinéa 1, 2, ci-dessous, applicables aux candidats indépendants. Je traverse. En dernier paragraphe, il dit ceci. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Une personnalité, dans le cas du RDPC, c'est le SG du parti, soit le comité central. Donc à partir du moment où il y a le parti reconnu comme tel, investi de manière claire un candidat, eh bien dans ce cas-là, si un autre trafic ou produit une lettre d'investiture prétendue légitime aussi, Elecam n'a pas de question à se poser. D'accord. Elecam n'a pas de question à se poser. Dans le cas du Malidem, ils se font dessus la pluralité de l'investiture. On n'arrive pas du Malidem, c'est la prochaine question. Voilà, donc en fait, il faut voir... Laissons d'abord le prof s'exprimer également sur la question du RDPC. Oui, premièrement, j'ai quelques questionnements sur la pertinence de l'article 121 alinéa 2 que Célestin vient de lire. Hein, parce que cette disposition traite des candidatures indépendantes. Et donc, il s'agit des parrainages des candidats indépendants. Donc, ça veut dire que le conseil municipal de la commune de Douala 1er ne peut pas, après avoir donné son parrainage à Tim Chouin, le redonner aussi à Djamen. C'est de ça qu'il est question. Donc ça ne traite pas véritablement la question de l'investiture par les partis. C'est ma compréhension et je pense que jusqu'à preuve du contraire, c'est le sens qu'il faut donner à cet article relatif, hein. 121. On dit, il s'agit des personnalités. Elles sont 12 145 sur l'ensemble du territoire. Et donc,
parmi les 12 000, les candidats indépendants doivent recevoir 300 à raison de 30 par région. Et donc ce sont ces personnalités-là, c'est de ces personnalités qu'il s'agit. Alors, je voudrais également préciser que la suspension n'est pas l'exclusion. Parce que lorsqu'on est suspendu, ça veut dire qu'on ne perd pas ses droits de militant. Ça veut dire qu'après la période de suspension, on est naturellement réhabilité. Alors, pour ce qui est de cette question de pluralité de candidature, bon, je voudrais dire que, restant dans ma logique, hein, vraiment, quand il y a une situation ambiguë, je dis, lorsqu'on est dans une théorie des droits fondamentaux, et n'oubliez pas que l'ECAM, de par son statut, a l'obligation de travailler en respect de la Constitution, n'est-ce pas, qui consacre les droits fondamentaux, mais aussi des lois et règlements de la République. Et donc, si la Constitution est déjà la première norme qui doit orienter l'activité de l'ECAM, ça veut dire que l'ECAM ne peut pas perdre de vue la dimension droit de l'homiste, n'est-ce pas, du droit de candidater pour une élection présidentielle. Et dès lors qu'on est situé dans cette perspective-là, je dis, en cas de pluralité d'investiture ou de candidature selon le cas, la solution n'est pas de rejeter. Parce que le rejet frustre les droits fondamentaux, n'est-ce pas, qui doit plutôt être promu. Dans une démocratie, on doit promouvoir les droits fondamentaux. On ne peut rejeter toutes les candidatures que lorsque la solution résulte de la loi. Parce que de par l'article 26 de notre Constitution, 26.10, la loi, entendu acte du Parlement promulgué par le chef de l'État, peut fixer des restrictions aux droits fondamentaux. Donc, si la situation correspond à une provision expresse de la loi, il n'y a pas d'autre choix à faire, la sanction serait le rejet. Mais une telle solution n'existe pas. Des collègues ont souvent avancé une disposition imaginaire, n'est-ce pas, un prétendu article 162, alinéa 4 du Code électoral, qui énoncerait que, en cas de pluralité de candidature, la solution c'est le rejet. Mais j'ai eu d'autres occasions pour dire que cet article 162, alinéa 4, n'existe pas. Et l'article 162 dans le Code électoral traite de l'élection législative. Alors, cela dit, lorsqu'il y a pluralité de candidature, que cela soit le fait du candidat ou bien du parti, d'investiture, que cela soit le fait du candidat ou du parti, ma posture reste constante. La solution étant celle qui doit promouvoir le droit fondamental, je dis, l'ECAM, dans le cadre de ses interactions avec le MINAT, devrait prendre les données à ce niveau-là pour départager. Ce n'est pas son rôle normal. Cela n'intervient que lorsqu'il y a dissonance au sein d'un parti. Alors, en le faisant, par rapport au cas du RDPC, il va de soi que la solution découlerait d'elle-même. Parce que parmi les données que l'ECAM doit exploiter, c'est les statuts des partis qui sont disponibles dans leur version actualisée au niveau du MINAT. Si du moins les partis ont respecté les termes de l'article 5 de la loi sur les partis politiques, qui prévoit que MINAT a communication des textes fondamentaux du parti à la création, et puis ces textes-là, ou bien les données relatives au parti, sont régulièrement actualisées au gré, soit de leurs instances, de leurs organes statutaires, le Congrès, ou alors au gré des décisions de justice intervenant, n'est-ce pas, entre-temps. Alors, si les données de l'ECAM, du MINAT sont fausses, le recours va permettre de corriger. Donc, pour le cas du RDPC, vraiment, de mon point de vue, c'est la posture que l'ECAM devrait avoir devant tous les cas de pluralité d'investiture, en faisant un effort, n'est-ce pas, de déterminer entre les deux dossiers, celui qui paraît plus vraisemblable par rapport à celui qui paraît faux. Et par rapport au cas du RDP, ça aurait abouti nécessairement à l'exclusion du compatriote Léon Télé Onana. Mais, compte tenu des griefs qu'il avance contre la candidature du président Paul Biya, les choses peuvent s'inverser devant le Conseil constitutionnel. Parce que, comme je le dis, les résolutions du Conseil électoral de l'ECAM n'ont en réalité que valeur de simple recommandation. Elles ne deviennent définitives que lorsqu'il n'y a pas remise en cause. Mais lorsqu'elles sont remises en cause, la balle est remise au centre. Et donc, une candidature acceptée peut encore être rejetée. Une candidature rejetée peut encore être établie. Et cette fois-là, de manière définitive. Okay. Donc, on peut seulement reprocher à l'ECAM de n'avoir pas utilisé la même méthodologie devant tous les cas. Surtout que c'est l'ECAM qui a établi le tableau de candidature, qui nous présente, par exemple, que M. Léon Télé Onana est investi par le RDPC. Alors, si aujourd'hui on nous dit qu'il n'y avait pas de dossier d'acte de lettre d'investiture dans le dossier de Léon Télé Onana, où est-ce que l'ECAM a pris l'information pour lui attribuer l'investiture du RDPC? Vous voyez, c'est quand même une question que l'ECAM doit nous aider à comprendre. Sur quelle base est-ce qu'elle s'est fondée
pour dire que Léon Télé Onana est investi par... D'accord, ça, Djamel, vous voulez réagir? Par le Parce RDPC. qu'en vérité, sur le cas Onana, bon, est-ce que Onana a produit une lettre d'investiture, par exemple, du comité central? Non. La réponse semble être non. Donc, pour moi, le débat est clos sur le cas du RDPC. Maintenant, ce que je reproche au professeur Tim Chouin et à bien d'autres comme à Bariono, c'est de faire ce mélange entre les grands principes fondamentaux et la loi. Bien sûr, il y a la Constitution et ses préambules, ses valeurs, je suis tout à fait d'accord. Il faut maintenir l'équilibre des valeurs républicaines. Mais en même temps, la loi définit le cadre des conditions d'éligibilité. Il peut s'avérer que les articles issus de la loi soient peut-être apparemment contraires à la Constitution. Ça veut dire que cette loi éventuellement mériterait peut-être clarification ou rectification. Mais cependant, une loi qui n'est pas claire, une loi qui n'est pas conforme à la Constitution, pour autant ne doit-elle pas être appliquée. Une loi mauvaise est applicable, jusqu'à ce qu'il y ait abrogation ou rectification. Parce que quand vous évoquez, professeur Tim Chouin, les grands principes fondamentaux, là vous recommettez les mêmes erreurs que dans les cas du mandat impératif est nul. Comprenez? Parce que à partir du moment où l'article 6 de la Constitution délègue le droit de faire la loi au code électoral, sans spécificité, il est clair que dans ce cas-là, et les CAM, en tout cas la loi et les députés, ont choisi, effectivement, de dire que les conditions d'éligibilité sont telles quelles. Maintenant, quand on fait référence aux lois internes, c'est-à-dire aux statuts de parti, mais en vérité, les statuts de parti, qu'est-ce que l'ECAM a à fouiller dans les statuts des partis politiques? Je veux dire que, soit vous nous convainquez que l'ECAM, dans ce cas-là, compétence liée, demander l'avis contraignante ou non contraignante au MINAT, ok, il commettrait une faute de ne pas se référer au MINAT pour savoir effectivement en cas de candidature polémique. Dans le cas du RDPC, il n'y a pas de candidature polémique. Dans le cas du Malidem, ça l'est. Puisque dans ce cas d'espèce, M. Dieudonné Yabga prétend qu'il est le président véritable du Malidem, Anissé prétend, par un acte 2018, acté au MINAT qu'il en est le président, et donc, on devrait au moins mettre en place un dispositif d'audition des deux candidats. Parce qu'en vérité, on concourt à quoi? À la paix civile et politique. On ne peut pas comme ça, en une semaine, prendre des décisions, alors on sait très bien qu'il y a des problèmes, des polémiques au sein d'un parti politique, notamment le bicéphalisme dont évoquait tout à l'heure Basile. On vous dirait rapidement un mot et puis il faut que Basile également. C'est bien, c'est ça. Ma question c'est, Célestin, est-ce que l'article 121 que vous avez cité traite de l'investiture par les partis? L'article 121 est relatif au parrainage des candidats indépendants. On ne pouvait pas le préciser. C'est de ça qu'il est question. C'est une portée génl'article hein? Non. C'est une portée générale. Vous pouvez pas le dire. L'alinéa 2 parle en général. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas investis par un parti représenté. L'objet de l'alinéa 2, c'est les candidatures indépendantes. C'est quoi le chapitre qui précède? Voilà. Voici l'article 121. Les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, soit indépendants, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République, ainsi de suite. C'est le 2 qui est intéressant. Alinéa 2, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional, dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'article 1.2, ci-dessus, appliquées aux candidats indépendants. Voilà. Je continue. Les dites personnalités. Lesquelles donc? Celles qui doivent parrainer les candidats indépendants. Oui, mais... C'est de ça qu'il est question. Vraiment, il ne faut attendez, pas donner à la loi une explication qui frustre les droits fondamentaux. Il ne faut pas sortir de la lettre de la loi. Imaginez que moi, j'appartienne à deux partis politiques. Comment? C'est pas possible. Oui, mais il y a des gens qui se font de lettres d'investiture. Mais matériellement, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui n'ont pas démissionné. Sur le plan juridique, il y a des gens qui, n'ayant pas démissionné de leur parti, effectivement, sur le plan juridique, sont considérés comme appartenant à leur ancien parti. Non, c'est pas possible. Il y a des mécanismes juridiques. C'est possible. L'acte de démission. Monsieur Dipita, permettez. L'acte de démission est prévu par les instances du parti. Il y a des mécanismes juridiques consacrés qui permettent de trouver la solution devant chaque hypothèse où il y a un conflit. Je dis en matière de droit. Chaque fois que la loi impose un statut unique, c'est-à-dire où, à contrario, lorsque la loi interdit un double statut, en cas d'équivoque, le critère de choix, c'est la dernière volonté. J'ai eu le temps à l'expliquer. Prenez le cas du testament. On ne peut pas avoir, un individu ne peut pas avoir deux testaments pour le même objet. S'il s'agit de léguer cette bouteille, je voulais léguer hier. Aujourd'hui, je l'ai